live, on baisse le son de la musique. Bienvenue à tous dans ce live récapitulatif de 205 Live NXT UK et SmackDown. Merci à tous d'être aussi nombreux puisque je vois que vous êtes 0, mais j'ai déjà un message sur le chat, donc ça c'est fantastique. Parce qu'il faut le temps, voilà, je le sais, il faut le temps que ça s'adapte. J'espère que ça va, j'espère que vous commencez à passer un bon week-end. Les shows ont été relativement bons, les shows dont on va parler aujourd'hui ont été relativement bons. Mais on va commencer par le plus mauvais d'entre eux, puisqu'en effet nous allons commencer par 205 Live, qui a eu des moins. Ça y est, je peux donner des notes au show maintenant. Parce que, comme je l'ai dit dans un précédent live, je mets des notes, j'ai une échelle dynamique. Du coup, le pire sera forcément 0, le meilleur sera forcément 20. Et voilà, maintenant j'ai suffisamment de shows pour que le pire soit effectivement très mauvais et le meilleur soit effectivement très bon. Donc du coup, voilà. Cet épisode de 205 Live là a eu des moins. Il s'est ouvert sur un tweet, ce qui est jamais une bonne façon d'ouvrir un show, ou d'ouvrir quoi que ce soit, où on a appris que Ever Rise et les Bollywood Boys ont fait la paix, et voilà, et ont décidé que dans leur match contre Arya Daivari et Tony Nese, ils laisseraient un membre de leur équipe respective affronter Arya Daivari et Tony Nese. Je ne savais pas qu'ils s'entendaient pas. Donc c'est un peu tombé comme un cheveu sur la proverbiale soupe. Donc voilà, on a eu ce match-là. Sunil Singh et Matt Martel, donc Sunil Singh des Bollywood Boys et Matt Martel de Ever Rise contre Tony Nese et Arya Daivari. Match moyen, et à la fin, Daivari voulait utiliser sa chaîne en or comme point américain, mais l'arbitre le remarque et la lui confisque. Mais Tony Nese effectue son running knees, donc sa prise de finition dans le dos de l'arbitre pour permettre à Daivari de voler la victoire. C'est un C, comme les baleines. On m'a dit d'essayer de faire plus de blagues. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on m'a dit d'essayer de faire plus de blagues, c'est juste je suis un petit peu fatigué, c'est la fin de la semaine pour tout le monde, hein. Oh, allez. Et ensuite on a eu le match Jake Atlas et rien du tout contre Auguste Grey. Jake Atlas contre Auguste Grey. On devait avoir ce match la semaine dernière, mais Arya Daivari s'est invitée dans le match la semaine dernière. Sauf que Arya Daivari a gagné le match la semaine dernière, donc on a un match entre les deux perdants du match de 3 fois la semaine dernière. Ça donne pas super envie, ça donnait pas envie de voir le match. Merci beaucoup pour ton abonnement, petite pause YouTube. Non, tu as offert un abonnement et je ne sais pas à qui, mais merci à toi de l'avoir offert, c'est cool. Il y avait vraiment beaucoup d'intensité dans le match, c'est toujours ce qu'il faut... En fait, le point fort de 205 Live, c'est que les catcheurs qui y sont mettent toujours leur cœur dedans, quoi. Le point faible de 205 Live, c'est qu'il y a généralement assez peu d'enjeux. Même le champion Cruiserweight, aucun des deux champions Cruiserweight, du coup, n'apparaît à 205 Live. Donc, du coup, ça avance pas. Ça va nulle part. Et du coup, ça pose forcément problème. Mais après le match, Arya Daivari et Tony Nese sont intervenus pour agresser Jake Atlas et Auguste Grey, parce que Arya Daivari et Tony Nese estiment que, en tant que membres originaux de 205 Live, donc l'émission existe depuis 2016 et eux y sont depuis 2016, ils estiment qu'en tant que membres originaux de 205 Live, ils sont meilleurs que les nouveaux talents qui arrivent et ils vont le leur prouver en leur défonçant la gueule. Au moins ça va quelque part. Et ça, j'ai mis B- à ce main event là. Mais voilà, globalement, c'était pas un bon show. On va passer au tableau pour que je note les matchs de 205 Live. Ça va aller très très vite. Vous pouvez dire bonjour au tableau. Après ça, je vais répondre à vos questions concernant 205 Live, sachant que généralement, il n'y en a pas. Et après ça, on va passer à la suite. Matt Martel et Sunil Singh contre Arya Daivari et Tony Nese, c'était un C. Et Jake Atlas contre Auguste Grey. Jake Atlas ici contre Auguste Grey I. Si, pourquoi tu es aussi loin? Je ne sais pas pourquoi Auguste Grey est aussi loin. Bon. Avec une intervention de Tony Nese et Arya Daivari.
Voilà, ça c'est un show qui se note vite et bien, ça c'est fantastique. Ouf et ouf. Alors, est-ce que vous avez des questions sur 205 Live? Ce serait assez neuf, ce serait assez nouveau. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de réaction concernant 205 Live. Je rappelle à ceux qui seraient éventuellement nouveaux sur ce genre de live que vous pouvez mettre vos messages en avant. C'est comme ça que je vois vos messages, parce que je ne peux pas regarder le chat pendant que je fais les lives, parce que sinon, là, je m'interromps, voilà, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction mettre en avant mon message qui se trouve sous le chat, et ainsi je lirai vos réactions, je répondrai à vos questions après chaque recap. Là on va faire le recap de NXT UK, je répondrai à vos questions concernant NXT UK, et après je ferai le recap de SmackDown, et je répondrai à toutes les questions qu'il reste, donc SmackDown et toutes les autres égales. Non, NXT UK. Gloops. Affiche-toi. Parfait. NXT UK s'est ouvert sur Xia Brookside contre Nina Samuels, la meilleure des deux Samuels. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'autre, on va en parler. Xia Brookside contre Nina Samuels. Nina arrive avec quelqu'un qui porte ses valises et dit à Xia Brookside que c'est ce qu'elle devrait faire, qu'un Brookside n'est bon qu'à porter ses valises. C'est une référence au fait que son père, le père de Xia Brookside, qui s'appelle Charles Brookside, je crois, on va me corriger dans le chat si je me trompe. Son père est un producteur à la WWE, c'est-à-dire qu'il participe à la mise en place des shows. Et du coup, voilà, c'est une référence à ça. Nina Samuels manque de respect à la famille de Xia Brookside. À la fin du match, je crois que j'ai une photo. Attendez, je vais mettre mes photos quelque part sur mes écrans, comme ça je vais pas faire de conneries. Alors, évidemment, ça bug un peu parce que sinon, est-ce que ce serait drôle? Mais bien sûr que non, ce serait pas drôle. Hop là, je vais mettre mes photos sur cet écran-là. Comme ça, c'est fantastique. J'ai pas du tout à me dévisser la tête pour voir les trucs. À la fin du match, Nina Samuels va chercher deux de ses sacs, une grosse valise et une petite poche. Elle va pour attaquer Xia Brookside avec la grosse valise, ce qui est interdit. Xia Brookside l'attaque avant et la grosse valise finit... voilà, elle jette la grosse valise. Et pendant que l'arbitre sort la grosse valise du ring, Nina Samuels attaque Brookside avec la petite poche dans laquelle il devait y avoir du plomb, j'en sais rien. Parce que ça suffit à mettre Brookside KO, et c'est la victoire de Nina Samuels. J'ai mis C à ce match. C'est un match qui a eu lieu. Ensuite, on a eu alors Sid Scala. Sid Scala a été un poulpe pendant toute l'émission. Donc Sid Scala était voilà, dans un couloir. On lui demande est-ce que vous savez, parce que du coup c'est pas le général manager de NXT UK, mais voilà, il a une position d'autorité au sein de NXT UK, et on lui demande est-ce que vous savez quand est-ce qu'aura lieu le match pour les ceintures par équipe, puisque n'est-ce pas Pretty Deadly ont gagné leur match pour être aspirant numéro 1 à ces ceintures. Sid Scala répond non, on ne sait pas encore, on y pense. Là-dessus arrive Jordan Devlin, le vrai champion cruiserweight. Jordan Devlin qui l'interrompt en pleine interview et qui lui demande s'il a l'intention de faire son travail et de lui trouver un adversaire, vu qu'il a fait un taf minable en 2020, je cite. Sid Scala dit je sais pas, on n'a pas... Alors que Jordan Devlin, ça fait depuis la semaine dernière que c'est annoncé qu'il allait avoir un match. Donc apparemment Sid Scala a oublié de trouver un adversaire à Jordan Devlin. Bon, bah, pourquoi pas. Ensuite, nous avons eu... Ah oui, alors ensuite, du coup, Sid Scala s'est amusé à essayer de trouver un adversaire à Jordan Devlin pendant toute la soirée. Il a parlé avec Jack Stard, ce que vous voyez là, mais comme c'était derrière une porte, on n'a pas très bien entendu ce qui s'est dit. Ensuite, on a eu un match Josh Morrell contre Joseph Connors. Et ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui fait souffrir NXT UK, c'est que tu sais qui va gagner avant le début du match. C'est une évidence absolue. C'est-à-dire que Joseph Connors, il vient d'avoir une nouvelle manager, et Josh Morrell, il est là pour perdre les matchs. C'est un jobber. Du coup, sans surprise, Connors a gagné,
Et voilà. Et ça a rien développé du tout. On n'en sait pas plus sur la relation entre Ginny et Connors. À la limite, tout ce qu'on a appris, c'est que Connors sert de manager à Ginny pour ses matchs et Ginny sert de manager à Connors pour ses matchs. Mais vraiment, voilà quoi. Ensuite, on a eu... Quand je dis que j'avais du mal avec l'autre Samuels, je parle de lui. Alors, Chat Samuels, son personnage, c'est qui gueule. Là, tel que vous le voyez, c'est juste avant la promo, il s'apprête à dire « Oyez » et c'est le début de sa promo, les deux, le « O » et le « Yé » saturent au micro. Insupportable. Insupportable. Il nous explique qu'il vient du quartier est de Londres, qu'il est bouché. Voilà, donc des images absolument charmantes de lui en train de mettre une tête de cochon sur un étal de boucher et de lui claquer la joue comme ça, c'est absolument délicieux. Et comment et voilà, il fait sa promo en disant qu'il est très très bon, voilà, et il finit sa promo en faisant East. Et évidemment, ça sature. C'est génial. Merci, Chat Samuels, tu es un véritable plaisir. Ensuite, Xia Brookside, évidemment, n'est pas contente du tout d'avoir perdu son match suite à s'être fait frapper au visage par une poche de plomb. C'est normal, c'est désagréable. Donc elle décide d'aller attraper Sid Scala, qui est encore en train de chercher un adversaire pour Jordan Devlin, et lui dit qu'elle veut un rematch, et Sid Scala dit je vais faire de mon mieux, alors je suis désolé. Voilà, bon, c'était bien, c'était intéressant. Suite à quoi, on a eu un match entre Ilya Dragunov et Tyson T-Bone. Alors j'ai envie de traduire Roi des Bohémiens, il me semble que Travelers peut se traduire par Bohémien. La traduction littérale, c'est voyageur, mais il me semble que c'est du coup, par extension, c'est les gens du voyage, et du coup, il me semble que Bohémien, mais je veux froisser personne, je veux pas, voilà. Je veux froisser aucune sensibilité, donc on va dire King of Travelers pour l'instant, mais quand j'aurai la confirmation que Roi des Bohémiens, ça choque personne, je continuerai à dire Roi des Bohémiens. Parce que je trouve ça classe comme titre. Pendant le match, Sam Gradwell arrive au bord du ring. Alors, si vous n'avez pas l'histoire, Ilya Dragunov a eu un moment, il y a 2 semaines, où il a pété un câble pendant son match et où il s'est mis à tabasser son adversaire jusqu'à ce que ce dernier ne puisse plus répondre. Bon, c'est pas cool, c'est pas chouette, faut pas faire ça. Et là, en l'occurrence, pendant le match, donc Sam Gradwell est arrivé aux abords du ring pour provoquer Dragunov. Pour lui dire de se calmer. Hey, calme-toi. Mais tu sais, calme-toi. Calme-toi. Pense à te focaliser, hein. Faut que tu te calmes. Là, t'es pas calme. Faut que tu te calmes. Voilà. En lui rappelant, ne fais pas ce que tu as fait à Jack Stars. Rappelle-toi que ta famille te regarde. Bref, il l'a provoqué en lui disant de se calmer. Et à chaque fois qu'Ilya Dragunov essaye de revenir un peu dans le match, Gradwell est à côté pour lui dire hey, calme-toi, est-ce que tu penses vraiment que t'es aussi fort que tu penses? Enfin, est-ce que t'es aussi fort que tu le penses? Parce que j'ai pas l'impression que t'es aussi fort que tu le penses. Et évidemment, Dragunov finit par péter un câble et par gagner le match. Et un truc que j'ai remarqué après le match, c'est que les 2 fois où Dragunov a pété un câble, c'est quand il s'est pris un backhand chop, donc ça, sur le dos. Et je me suis dit, il a des flashbacks du Vietnam, sauf que c'est pas le Vietnam, c'est son match contre Walter, parce que Walter, donc l'actuel champion de NXT UK, il fait des chops qui font mal, qui creusent dans les gens, et je me dis, ça déclenche un espèce de traumatisme chez lui, et c'est ça qui le fait péter un câble, c'est que voilà, ça fait très très mal. Et du coup, ça le renvoie à ce match-là, et ça active son mode hyper agressif, et je trouve ça vraiment très cool. Après le match, Sam Gradwell lui dit qu'il devrait avoir honte, que sa famille a sûrement honte, que en tant qu'adulte, il devrait contrôler ses émotions. Il lui demande s'il veut un câlin, s'il a besoin d'un gros câlin pour passer ses émotions. Dragunov essaye de s'en prendre à lui, mais des arbitres les séparent. Je pense qu'on se dirige vers un match Ilya Dragunov contre Sam Gradwell. Et je pense que Gradwell va mourir. Sauf s'il n'essaye pas de lui faire un back and chop dans le dos, il devrait s'en sortir relativement bien. Mais bon, ce serait dommage de se passer de la mort de Sam Gradwell. Combien j'ai mis à ce match-là? J'ai mis B. Oui, c'est ça, le mérite.
Ensuite, on nous rappelle que Meiko Satomura va arriver à NXT UK la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de la voir arriver. On nous a montré une compilation vidéo avec différentes interviews de catcheurs et de catcheuses qui nous racontent à quel point elle est géniale, à quel point elle a changé le catch féminin au Japon et que c'est vraiment trop cool de la voir, que ça va élever NXT UK. Ça va être bien, tout ceci va être très bien. Ensuite, Sid Scalade, excuse-moi Emir Jordan, j'ai oublié de trouver un adversaire pour Jordan Devlin, est-ce que tu par pitié et en fait, j'étais partagé sur ces segments-là parce que d'un côté, ça fait vraiment Sid Scala avec. Ton métier, c'est de faire en sorte que les gens aient des matchs. On a dit que Jordan Devlin aurait un match. D'un côté, ça fait vraiment passer Sid Scala pour un con, mais d'un autre côté, comment dirais-je, pas ça augmente, c'est pas le mot que je cherche. Ça met en valeur le personnage de Jordan Devlin parce que tu te dis, toute la division poids léger ne veut pas l'affronter. Les gars, ils ont peur de lui. Ils veulent pas y aller. Ils se disent non, c'est bon, je suis bien. J'ai pas envie de me faire péter la gueule ce soir. Et d'ailleurs, c'est pour ça le titre du live, c'est un champion poids lourd. Parce que donc, après... Ah non, pardon, il y a autre chose avant. Après ça... on a un match pareil extrêmement attendu entre Danny Jones, jamais entendu parler, contre Joe Coffey, un des gros morceaux de NXT UK. Coffey gagne évidemment le match à C, mais après Rampage Brown intervient parce qu'ils ont eu une altercation très rapide, c'est-à-dire que Rampage Brown était en train de faire une interview et Joe Coffey est passé derrière lui et Rampage lui a dit je pense que tu as besoin d'un défi dans l'avenir. Suite à quoi, Joe Coffey a pris un micro pour provoquer un peu Rampage Brown. Merci beaucoup pour les cheers. Pour provoquer Rampage Brown, Rampage Brown lui dit que... Enfin, Rampage Brown interrompt cette promo pour lui dire que c'est où il veut, quand il veut, ce qui sonnait beaucoup moins sexuel quand lui il a dit j'ai mis C. J'ai mis C à ce match-là et à cette promo. J'ai mis C à tout le truc. Parce que c'est une mise en place vraiment très... c'est le B.A.B.A. quoi. Voilà. On se dirige vers un match Joe Coffey contre Rampage Brown, qui sera certainement très bien. Ensuite, nous avons eu une promo pour hyper le match Pretty Deadly contre Gallus, donc le fameux match pour les titres par équipe. Je crois toujours pas que ces gars-là ont la moindre chance de gagner. Ensuite, on a eu une vidéo, j'ai pas pris d'image de ça, bon bah tant pis. Une vidéo qui nous rappelle la rivalité entre Mark Andrews et Flash Morgan Webster contre The Hunt, qui culminera la semaine prochaine dans un street fight. Ça va être très très chouette. Et enfin, Jordan Devlin arrive sur le ring et bon. Il se trouve que j'ai pas d'adversaire parce que Sid Scala est un poulpe. Donc, je lance un Open Challenge. Et là-dessus arrive Dave Mastiff. Le principe du titre poids léger, c'est que tu ne peux pas concourir pour ce titre si tu pèses plus de 93 kg. Dave Mastiff pèse plus de 93 kg. Je m'avance peut-être, hein, mais ouais, on est sur... Ouais. Et Dave Mastiff lui fait une promo que j'ai beaucoup aimée, où globalement il lui dit... te fais pas d'illusions, tu gardes juste le titre au chaud en attendant que Trent Seven perde le poids qu'il a besoin de perdre pour t'affronter. J'ai trouvé ça très très cool qu'il continue de construire la rivalité entre Trent Seven et Jordan Devlin. Et Dave Mastiff conclut en disant que lui n'est juste là que pour lui botter le cul. Et on a donc un match Jordan Devlin contre Dave Mastiff. Ce qui je me suis dit, ça peut être une très très bonne idée à une condition. Il faut absolument que Jordan Devlin gagne. Parce que si Dave Mastiff gagne, il a battu le meilleur de sa division. Si Dave Mastiff gagne, ça veut dire peu importe le catcheur poids léger, les poids lourds sont tous meilleurs que les poids légers. Voilà, ça diminue toute la division. Alors que si Jordan Devlin gagne, ça veut dire qu'un champion est un champion. Ça veut dire que ça élève et la division et le titre. Et du coup, voilà, c'était un petit peu mon angoisse pendant le match, c'est vous le faites très bien, surtout que Dave Mastiff, c'est pas
c'est pas Josh Morrell, c'est pas Jack Start, c'est pas des jobbers, c'est un... Est-ce que c'est un main eventer, Dave Mastiff? Enfin voilà, c'est un très très gros morceau dans la division, régulière, quoi, la division poids lourd. Le match en lui-même était très fun. Globalement, Jordan Devlin a essayé de maintenir Dave Mastiff à terre, mais Mastiff a utilisé évidemment sa force, évidemment son poids, mais aussi son agilité pour essayer de dominer. Vers la fin du match, Jordan Devlin voulait perdre le match en se faisant décompter à l'extérieur. Genre, c'est pas vraiment une victoire, donc c'est pas grave. Mais Mastiff a pas voulu laisser ça arriver. Il est sorti du ring pour réinitialiser le compteur de l'arbitre. Il a essayé de faire son cannonball, qui est sa prise de finition. Globalement, il court et il fait une galipette qui fait qu'il se termine le cul sur l'adversaire. Et quel cul! C'est un cul contondant. Sauf que Devlin l'a esquivé au dernier moment. Du coup, Dave Mastiff est passé à travers la barricade. Devlin est remonté sur le ring à temps. Il me semble que... Ouais. Ensuite, Dave Mastiff a essayé de faire un diving headbutt. Donc, c'est un coup de boule sauté de la deuxième ou de la troisième corde, je sais plus. Il a réussi, mais Jordan Devlin s'est échappé au compte de 2. Et Jordan Devlin a réussi à faire un 450, donc un saut périlleux et demi, pour le compte de 3 et pour gagner sans tricher. Et je trouve ça génial. J'ai mis A- à ce match-là parce que pour moi c'est parfait quoi. Voilà. Ils ont établi que Jordan Devlin était un champion, peu importe son adversaire. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé ce match-là. On va passer au tableau pour les notes de NXT UK et après ça on passera à vos questions, enfin vos messages concernant NXT UK et après ça on passera au récapitulatif de SmackDown. Et allons-y. Brookside contre Samuels, c'est un C. Xia Brookside contre Nina Samuels. Ensuite, on a eu Josh Morrell contre Joseph Connors avec Ginny, c'était un C également. Joseph Connors contre Josh Morrell. Alors, Josh Morrell, il est parmi les jobbers, il est plus bas dans le tableau. Hop, ça bug un peu. Ici, parfait, avec Ginny dans un rôle de manager. Ginny, elle est là. Très très en haut. Ici, j'ai des cuillères qui font chier. Hop, j'arrête de boire mon café dans mon PC. Dragunov contre T-Bone avec Gradwell, je leur ai mis B et j'ai mis B à Gradwell aussi parce que il était très constitutif du match. C'est-à-dire, pour moi, il n'a pas eu un rôle secondaire dans le match, il a vraiment eu un rôle... il était là, quoi. Il a fait le match autant que les deux autres. Joe Coffey contre Danny Jones, je lui ai mis 11. Est-ce que Danny Jones est quelque part? Est-ce que j'ai pensé à mettre Danny Jones? Non, je crois que j'ai oublié de mettre Danny Jones, je ferai ça plus tard. Parce que j'ai jamais entendu parler de ce mec. 11 pour Joe Coffey. Puis ensuite, on a eu la promo qui a également eu 11 entre Joe Coffey et Rampage Brown. Ensuite, nous avons eu Jordan Devlin et Dave Mastiff. Donc d'abord, la promo à laquelle j'ai mis B parce que ça continue de teaser Jordan Devlin contre Trent Seven, ce qui est vraiment trop cool. Et j'ai mis A-, comme je vous l'ai dit, à Devlin contre Mastiff. J'ai oublié de mettre les points bonus pour 205 Live. Donc on va parler des points bonus de 205 Live en même temps qu'on parle des points bonus de NXT UK. J'ai mis 3 points à Auguste Grey. J'ai mis 2 points à... Pourquoi t'as 0,3? Ah non, nous avons un problème. Nous avons un problème de tableau. Excusez-moi. Je règle mon problème. Généralement, c'est toujours le même problème. Donc je vais... Hop. Si je fais... Attends, Auguste Grey. Si je fais ça... Est-ce que... Hop, là, c'est pas fini. Est-ce que Auguste Grey est toujours à 0? Je vois. Que se passe-t-il? Ah, c'est parce qu'il y a un problème là, c'est bon. J'ai identifié le problème. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce tableau est encadré par un professionnel. Hop là, pouf, et you. Beaucoup de noms. Et normalement, Auguste Grey n'est plus à 0,3. Ouais, youpi, on a gagné. Alors, Auguste Grey, disais-je, 2 pour Tony Nice et Area Daivari en tant qu'équipe. Donc Daivari et Nice. Et 1 point pour
Jake Atlas, parce qu'il faut bien que je donne des points à quelqu'un. J'ai donné des points de bonus absolument à presque toute la, toute la carte du match. Et donc, concernant NXT UK, j'ai mis 3 points à Jordan Devlin de loin. Où est-il? Il est là. J'ai mis 2 points à Dave Mastiff. Allons-y. Ici. Et j'ai mis 1 point à Ilya Dragunov. Ça bug. Si. Merveilleux. On va passer à vos questions, à vos messages, à vos interjections concernant NXT UK. Hop là, nous avons 2 messages et c'est parti. Huran me dit, on a des nouvelles de Walter où ses apparitions sont sporadiques. Elles sont sporadiques. Walter n'est pas un champion qui n'est pas un champion très présent. En fait, Walter, c'est plus une attraction qu'autre chose. Mais il fait très Brock Lesnar, Walter. C'est-à-dire qu'il n'est pas souvent là. Il est là que pour faire un match dont tu vas te souvenir. Quand il n'a pas de storyline, il n'est pas là. Et MaxFRN21 me dit, salut Lynx, selon toi, quel sera le prochain ou la prochaine de NXT UK à aller à NXT US ou au roster principal? Mais je me demande si Walter, il est pas parti pour NXT US. Là. Je me pose vraiment la question. Je sais qu'il a dit qu'il n'avait pas envie de vivre aux États-Unis, mais c'est des trucs qui peuvent évoluer. Je me pose la question. Moi, je dirais Walter. Et si c'est pas Walter, ça peut être... quelqu'un qui est au top niveau. Peut-être Gallus. Les gars de Gallus. Gallus Boys, on top. Peut-être Dragunov. Et que ce serait cool. Niveau division féminine... niveau division féminine, il n'y en a aucune que je vois arriver à NXT pour le moment. Il patine un peu en ce moment avec la division féminine. C'est pas mauvais, mais tu vois, ça patine un peu. Il y a une nuance qui me semble claire à moi. Hop là. Et là-dessus, nous allons passer à SmackDown, qui a été un bon show cette semaine. Je lui ai mis C+. Le meilleur show de la semaine, ça a été Dynamite, si jamais vous êtes curieux, avec B+. SmackDown, c'est donc ouvert sur, hop là, image initialisée. Je sonne comme Bobby Lapointe. Hola, po, et oh, kikou. SmackDown s'est ouvert sur une promo de Roman Reigns qui a dit « C'est bon, j'ai battu Kevin Owens, maintenant parlons du futur ». Et apparemment, le futur, c'est Edge. Et il a 2 problèmes avec ça. D'une part, Edge ne devrait pas perdre son temps à Raw ou à NXT. Il devrait être à SmackDown en train de supplier Roman Reigns pour un match. Et deuxièmement, Edge est en train de faire attendre Roman Reigns. Et ça ne passe pas du tout. Excusez-moi, je vais juste ouvrir mon dossier concernant mes images de SmackDown pour savoir pourquoi j'ai des images. Ok. Ça va pas du tout. Donc il demande à Paul Heyman de faire en sorte que Edge rejoigne le ring. Là-dessus, Paul Heyman dit la musique de Edge, s'il vous plaît. Allez, les effets pyrotechniques de l'entrée de Edge, allez, s'il vous plaît. Et on lui fait remarquer que Edge n'est pas encore arrivé. Ça énerve beaucoup Roman Reigns, qui crie pourquoi est-ce que Edge jouerait avec sa patience. La réaction de Paul Heyman est très très bonne là, c'est bon là quand Reigns commence à crier, Paul Heyman fait genre avant il s'énerve. Et c'est vraiment très très bon parce que Roman Reigns est toujours très calme dans ses promos. Du coup quand il s'énerve effectivement ça change l'atmosphère. Et du coup Roman Reigns récupère son calme, se trouve une composition, on dit ça en français, et fait remarquer que le dernier à avoir essayé de jouer avec sa patience c'était Kevin Owens et que Kevin Owens n'est plus là. Et Roman Reigns exige une décision avant la fin de la soirée. J'ai mis un B+, à ce segment. Le plus, c'est pour la réaction de Paul Heyman qui a vraiment... Enfin voilà, c'est très cool. C'est très cool. Ensuite, on a eu un match Dominic Mysterio contre King Corbin. Hey, il vous plaît ce match-là ou pas? Parce que ça fait 3 fois qu'on l'a eu là. 3 fois en 3 semaines qu'on a Dominic Mysterio contre King Corbin. Et là encore, ce que j'ai dit au sujet de je sais plus quel match, il raconte l'histoire à l'envers.
C'est-à-dire que là, avant le match, King Corbin agresse Dominic Mysterio et Rey Mysterio, ce qui blesse Rey Mysterio au genou. Et la semaine dernière, Dominic Mysterio a agressé Corbin pendant son entrée. Et la semaine d'avant, Dominic Mysterio et King Corbin ont eu un match normal que Corbin a gagné en 3 minutes. Et du coup, moi, l'ordre qui aurait eu un sens là-dedans, c'est d'abord, il faut un match où Corbin agresse Dominic Mysterio, parce que c'est le heel, c'est normal, c'est le méchant. King Corbin est le méchant, donc c'est lui qui triche. Ensuite, Dominic Mysterio a un match régulier contre lui où il perd, d'accord. Et ensuite, Dominic Mysterio essaye de l'agresser avant le match en se disant peut-être que là, comme ça, je vais gagner. Dominic Mysterio est tenté par le côté obscur. Que là, Corbin qui agresse les Mysterio, je me dis bah oui, c'est bien fait pour leur gueule. Je veux dire, c'est Dominic qui t'a agressé la semaine dernière. Cette semaine, tu lui rends la monnaie de sa pièce. Bah c'est bref, Corbin a été totalement le face dans cette histoire. Et d'ailleurs, à la fin du match, Dominic Mysterio a gagné en trichant. C'est-à-dire que Rey Mysterio a attrapé le pied de Corbin, comme vous le voyez. Et donc, Dominic Mysterio a fait le 619 sur Corbin pour pouvoir gagner. Dominic est le heel de cette histoire. J'ai mis un D à ce match-là parce que pour moi, de deux choses l'une. Soit tu vas faire un heel turn à Dominic Mysterio et à Rey Mysterio. C'est une mauvaise idée. Tu ne feras jamais faire un heel turn à Rey Mysterio. Soit c'est le début d'un heel turn et à ce moment-là, c'est mal raconté. Soit c'est pas le début d'un heel turn et à ce moment-là, ça n'a aucun sens. C'est genre... C'est pire que raconter à l'envers, c'est des gentils triches pour gagner, quoi. Voilà, surtout que c'est contre... Là, ça fait vraiment Dominic Mysterio, il en a marre de perdre contre Corbin, donc il triche. Et Corbin est le gentil de l'histoire, je suis désolé. Donc c'est de la daube. Ensuite, Biggie a fait... hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai que 2 images? 3. Hop, excusez-moi, j'ai que 3 images. Je vais régler ce problème très vite. Hop, hop, ok, et là normalement j'ai toutes mes images. Biggie nous a fait une promo incroyablement Biggie. Ça devrait être un adjectif parce que je ne vois pas du tout comment définir ce genre de promo. Beaucoup d'énergie, beaucoup de malaise finalement, mais quand même tu souris, et quand même t'es très Biggie. Et globalement, il a dit que Sami Zayn et Apollo Crews n'étaient pas prêts pour leur match pour le titre intercontinental ce soir. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons eu un match Daniel Bryan contre Cesaro, donc match qu'on a déjà eu il y a 3 semaines, je crois. Mais ça m'a un peu effrayé / rassuré de voir ce match parce que je me suis dit, ils veulent nous dire quelque chose au sujet de Cesaro. Pour ceux qui ne suivent pas les coulisses de la WWE, Cesaro... était en négociation pour son nouveau contrat récemment. Et généralement, c'est là qu'ils pushent un peu les catcheurs. Genre, hey, regarde, on s'occupe bien de toi, tu vas re-signer. Puis une fois qu'ils ont re-signé, allez, merci beaucoup. Enfin, je parle des catcheurs dont ils n'ont pas grand-chose à faire. Sauf que Cesaro a accepté de re-signer. Et du coup, je me suis dit de 2 choses l'une. Ce match-là est important, entre guillemets, pour 2 choses. Soit... Cesaro va perdre et ça va confirmer que maintenant qu'il a signé, on n'en a plus rien à foutre de lui. Soit il va regagner et à ce moment-là, ça veut dire c'est pas parce que tu as re-signé qu'on va plus s'occuper de toi. Donc Cesaro s'est ouvert la tête très très tôt dans le match. Il a eu un POC ici, ça a saigné assez abondamment. Abondamment, faut pas déconner. Enfin, ça a bien saigné, quoi. On a vu pendant le match que Shinsuke Nakamura, le partenaire par équipe de Cesaro, regardait le match. Donc ça, c'était cool. Et à la fin du match, Cesaro a contré un running knee, donc Daniel Bryan court et va mettre son genou dans la gueule de Cesaro. Cesaro l'attrape, le met sur ses épaules, le dos de Daniel Bryan sur ses épaules, donc en torture rack, cette prise-là, ça s'appelle un torture rack. Il l'a soulevé pour lui faire un backbreaker, donc sur son genou. Il a enchaîné avec un big swing où il attrape les jambes de Daniel Bryan et où il le fait tourner comme ça sur lui-même. Puis il lui a fait un sharpshooter qui est une prise de soumission et Daniel Bryan a abandonné. Cesaro a gagné. Il confirme sa victoire d'il y a 3 semaines contre Daniel Bryan, ce qui est vraiment très très cool. Après le match, Cesaro a remis son protège-dents et a paru vouloir agresser Daniel Bryan. Genre, allez, je t'ai battu, maintenant je vais te défoncer. Mais à mi-chemin, il s'arrête et propose un fist bump à Daniel Bryan qui l'accepte.
B+, B pour le match, plus pour le face turn de Cesaro. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que Cesaro est un catcheur qui mérite beaucoup plus que ce qu'il a. Et pourquoi pas un run avec le titre intercontinental? Vraiment, ça devrait être un champion du monde depuis longtemps, Cesaro. Mais un run avec le titre intercontinental, je trouverais ça déjà très très cool. Bref, je suis très optimiste concernant l'avenir de Cesaro. Est-ce que j'ai raison d'être optimiste? On verra bien. Ensuite, on a eu une promo en coulisses, une interview en coulisses de Bianca Belair. Ils ont montré la réaction de ses parents au fait qu'elle avait gagné le Royal Rumble féminin, notamment de son père qui s'est mis debout sur la table du salon et qui est tombé, qui a cassé son canapé, qui est tombé de son canapé. Ça m'a fait rire. Et Bianca Belair dit simplement qu'elle prendra le temps de prendre sa décision entre Asuka et Sasha Banks. Ensuite, on a eu un match Ruby Riott contre Bayley. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait une raison au fait qu'on ait ce match, que ce soit pas juste allez, on n'a rien à vous proposer. Non, c'est parce que Ruby Riott a été éliminée par Bayley et du coup Riott a voulu rendre la monnaie de sa pièce à Bayley. Pendant le match, il y avait Billie Kay au commentaire, donc Billie Kay qui est toujours très drôle. Là, en l'occurrence, elle n'a pas vraiment eu l'occasion d'être très drôle parce que Michael Cole arrêtait pas d'être chiant avec elle. Je supporte pas Michael Cole. C'est un des commentateurs et en fait, il essaye d'être plus ou moins fakes, plus ou moins du côté des gentils, mais en fait, il est tellement chiant que t'as envie de dire mais laisse les méchants faire leur truc. Là, en l'occurrence, Billie Kay, bon, ça fait plusieurs semaines qu'elle empêche le Riot Squad de gagner, mais malgré elle a envie de faire bien, mais elle fait que de la merde. Et elle continue d'essayer de proposer ses services. Et Michael Cole, et il y a le commentateur qui est censé être heel, qui s'appelle Corey Graves, qui dit à Billie Kay ah oui, c'est très intéressant tout ce que tu sais faire, effectivement, je pense que tu peux vraiment aider des gens. Et t'as Michael Cole qui fait mais pourquoi tu l'encourages? Mais il l'encourage parce que sinon la pauvre elle fait rien et parce qu'elle a envie de trouver sa place et ferme ta gueule Michael Cole. Bref. Pendant le match, Billie Kay, Ruby Riott était en train de subir une prise de soumission. Billie Kay intervient, elle essaye de pousser la première corde du ring pour qu'elle soit plus facile à attraper pour Billie Kay, parce que quand tu subis une prise de soumission, si tu attrapes la corde, ton adversaire est obligé de lâcher la prise de soumission. Mais ça ne sert à rien et Ruby Riott perd. Après le match, Billie Kay propose ses services à Bayley, parce qu'en fait Billie Kay elle veut juste trouver sa place, elle s'en fout avec qui elle est. Ça fait un moment qu'elle traîne avec le Riot Squad, avec Ruby Riott et Liv Morgan. Mais de toute façon, on n'a pas la réaction de Bayley, ce qui est un peu dommage. On passe à autre chose. Je sais même plus à quoi on passe, mais bon, on passe à la suite. La suite étant une promo de Bianca Belair. Donc elle dit que son téléphone n'arrête pas de sonner, on s'en fout complètement. Enfin voilà, elle dit que je suis content d'avoir gagné le Rumble féminin. Voilà. Et elle dit qu'elle a un choix crucial à faire, le choix le plus important de sa vie. Elle dit qu'Asuka n'est pas l'impératrice de demain, mais l'impératrice de chaque jour, tous les jours. Ça fait longtemps que Asuka n'a pas été autant mise en avant à la télé, à la WWE. Voilà, enfin, Asuka est présentée comme une championne et pas comme le petit animal de compagnie mignon et rigolo de Charlotte Flair. Pour parler de Sasha Banks, elle a fait une allusion au fait qu'elle a joué dans The Mandalorian. Je suis pas sûr que ce soit le bon angle d'attaque. Je veux dire, Sasha Banks, l'année dernière, elle a gagné les 3 titres féminins du roster principal. C'est vraiment une concurrente sérieuse. C'est vraiment une championne sérieuse. Elle a joué dans The Mandalorian. C'est comme si Sasha Banks recevait un Oscar et qu'on disait Sasha Banks célèbre pour avoir été championne de SmackDown. Non, tu dis championne célèbre pour avoir tel rôle. Enfin, bref, ça m'a... Voilà. Elle est interrompue par Reginald, le sommelier de Carmella. Ils insistent beaucoup sur Reginald. Je sais pas vous, mais à la fin de la rivalité entre Reginald et Carmella, j'ai trouvé que Reginald était beaucoup plus mis en avant que Carmella. C'est-à-dire que Reginald, je m'interroge un peu sur où il va aller. Je suis un peu hypé par son personnage, je suis un peu investi dans son personnage. Carmella, ça fait 2 fois qu'elle perd contre Sasha Banks. Je m'en fiche un petit peu maintenant de Carmella. Reggie dit que Bianca ne peut pas battre Sasha Banks, qu'elle ne pourrait même pas battre Carmella. Sur le coup, je me dis, attends, vraiment, je me pose la question de si Reginald n'est pas en train de devenir le sommelier de Sasha Banks, parce que la semaine dernière, Sasha Banks l'a à moitié dragué. C'est pas vraiment le personnage de Sasha Banks dans la séduction comme ça. Enfin,
Sur le coup, ça m'a paru bizarre, mais je me suis dit, bon, c'est mal équilibré, mais pourquoi pas. Que là, Reggie qui arrive en disant tu ne peux pas battre Sasha Banks, je me dis pourquoi est-ce qu'il met en avant Sasha Banks, et en plus il dit tu pourrais même pas battre Carmella, ça veut dire que Carmella elle est le niveau en dessous de Sasha Banks. J'ai dit Reggie, t'es censé bosser avec Carmella normalement, c'est elle que t'es censé mettre en avant. Bref, Carmella interrompt Reginald pour dire qu'elle a battu Sasha Banks dans leur premier match l'une contre l'autre et qu'elle pourrait faire la même chose avec Bianca Belair. Oui, c'est un argument. Le contre-argument, j'ai envie de dire, c'est que t'as perdu tes 2 derniers matchs contre Sasha Banks depuis que t'as changé de personnage et que t'es devenue un petit peu plus pertinente et que du coup, ça t'a énormément diminué. Mais bon, tant pis. Sasha Banks l'interrompt. Et faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Sasha Banks en babyface, soit faut qu'elle change de personnage, soit faut qu'elle redevienne heel parce que c'est pas possible. Je peux pas me dire ah Sasha Banks chouette, quel personnage délectable. J'ai vraiment envie qu'elle gagne. Quand elle fait ça, quand elle fait son rire là, quand elle fait son rire de foutage de gueule, quand elle fait excusez-moi, ça a saturé sans doute. J'ai envie qu'on lui fasse fermer sa gueule, non? Vous dites pas, et là, Bianca Belair lui met un coup de boule. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec Sasha Banks en face. Je trouve qu'elle fonctionne pas en face. J'ai envie qu'on la fasse taire. J'ai envie qu'elle paye. J'ai envie que, voilà, c'est une heel, quoi. C'est une bonne heel. Mais les face, ça, voilà, moi, ça me pose problème. Bref, Sasha Banks dit que... En plus, c'était pour se foutre de la gueule de Bianca Belair, elle dit je t'ai vu soulever Otis, donc je sais que t'es la plus forte, la strongest, parce que le surnom de Bianca Belair, c'est The EST of the WWE. EST étant la marque du superlatif en anglais, parce que c'est la plus forte, c'est la plus rapide, c'est la plus dure, c'est la plus... bref, c'est la meilleure. Et Sasha Banks dit voilà, j'ai vu que t'étais la plus forte, j'ai vu que t'étais la plus rapide, par contre la meilleure, rire insupportable, voilà, ce serait elle. Reginald re-intervient pour dire non mais vraiment Bianca Belair, tu devrais pas affronter Sasha Banks, elle est trop forte pour toi. Et Bianca Belair fouette Reginald avec ses cheveux. Fin du segment. What the fluff. J'ai mis C- à ce segment. C'est marrant parce que autant Edge est traité avec énormément de sérieux, on va parler de Edge plus tard, autant Bianca Belair, voilà, elle a eu ça, quoi. Elle a eu ça pour mettre en avant sa victoire au Rumble. Bon. Ensuite, on a eu une très rapide intervention en coulisses pour voir que Roman Reigns apprend que Edge est arrivé. J'adore ça, j'adore le fait que c'est important qu'on sache que Reigns sait que Edge est arrivé. C'est des petits détails, mais ça fait tout, quoi. Ça fait tout, je trouve ça génial. Ensuite, on a une interview en coulisses de Sami Zayn qui dit qu'il va gagner le match pour le titre intercontinental ce soir avec lui, Apollo Crews et le champion Big E. Ensuite, on a... Oh, des moins. Alors, des moins à ce match-là. Je vous explique pourquoi. Alors, c'était Chad Gable et Otis contre les Dirty Dogs, les champions de SmackDown. C'est cool que les Dirty Dogs aient leur musique d'entrée, parce que maintenant, ils ont une musique d'entrée à eux, donc ça, c'est chouette. Je dis Dirty Dogs comme ça parce que c'est AW. C'est D-A-W-G-S. Les Dirty Dogs. Pas les Dirty Dogs, les Dirty Dogs. Et comme vous le voyez sur cette image, les Street Profits étaient dans le coin pour commenter le match. Impossible de se concentrer sur le match. Ils n'ont pas arrêté de parler. Mais tu sais, mais insupportable. C'est-à-dire que t'avais Angelo Dawkins qui est à gauche sur l'image qui faisait oh ça c'est bien, il fait ça, c'est bien, et t'as monté ce soir à côté. Ah ouais, il fait ça, ouais, il fait ça, ouais. Tout le match comme ça. Et j'étais là, mais pitié, Chad Gable, on le voit pas souvent catcher alors qu'il est vraiment génial. Est-ce que je peux kiffer mon match? Pendant le match, à un moment donné, la caméra des Street Profits a pris tout l'écran. Je dis, mais il y a un match s'il vous plaît, j'aimerais bien regarder le match. Au secours, quoi. Au secours, parce que là, voilà, là, je vous ai présenté le truc comme ça. Vécu, c'était comme ça. Image suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, punchline, voilà, c'était ça. Le match, c'était littéralement ça. C'était les Street Profits qui n'ont pas arrêté de gueuler pendant tout le match. C'était insupportable. Donc voilà, des moins à ça, et en plus, c'est pour construire un match Street Profits contre les Dirty Dogs, donc pauvre Chad Gable, quoi, et pauvre Otis.
Bon. 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 La suite. Alors la suite. En fait, vous savez quoi, je vous ai pris l'audio. Ils nous ont vendu le segment comme... Ça fait 33 ans que... ça fait 33 ans jour pour jour. Donc hier, ça faisait jour pour jour 33 ans. Que Hulk Hogan a battu André le Géant dans le main event de WrestleMania 3. Bon. Et ils nous ont vendu le segment comme ceci. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, j'espère que vous avez eu le segment parce que moi je l'entendais pas, donc normalement ça a fonctionné. Pour ceux qui parlent pas anglais, ou pour ceux qui n'ont pas entendu le segment, l'audio, Hulk Hogan sera là à SmackDown ce soir. Il nous partagera ses souvenirs concernant son match contre André le Géant il y a 33 ans. Et il nous donnera son avis sur qui Edge devrait affronter à WrestleMania. Puisque, n'est-ce pas, Edge a le choix entre tous les champions mondiaux. Voilà, entre tous les champions... Qu'est-ce que je viens de dire? Champions audio? Tous les champions du monde de la WWE. Et actuellement, il y en a 4. Parce que j'inclus Walter dedans. Non et non. C'est-à-dire que Hulk Hogan n'était pas là. Mais ça, j'ai envie... On le sait. Quand ils disent oui, telle personne sera là, ça veut dire qu'il sera là à la caméra. Deuxièmement, les souvenirs d'André le Géant, je vous jure que c'est vrai. Hulk Hogan a dit ouais, il y a 33 ans, je me souviens, je battais ce bon à rien, je sais plus ce qu'il a dit. Ce bon à rien d'André le Géant. Ce qui me fait penser à Edge. Ok. Et donc, il nous rappelle que Edge, ça c'était une petite touche un peu sympa, c'est qu'il nous rappelle que Edge a été son partenaire par équipe et fait du catch, anecdote du catch absolument random. Le seul titre par équipe qu'a jamais gagné Hulk Hogan, c'était avec Edge. Voilà. Et il nous dit, ouais, Edge a donc le choix entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et ben je peux vous dire qu'ils sont tous les deux dans la merde parce que Edge, eh ben, il va pas leur faire de cadeau. Mais t'avais dit, on nous avait dit que tu nous donnerais ton avis sur le... Ah là 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 là, j'ai mis E à ça, j'ai mis E. C'est pas pour Hulk Hogan, ça pourrait, mais c'est pas le cas. C'est parce que tu vends un truc, tu le donnes, quoi. Si Hulk Hogan va pas être là, précise, il sera là en live. Enfin voilà, en live de chez lui. S'il va juste nous dire « Ça fait 33 ans que j'ai battu André le Géant », il partage pas des souvenirs. Et il va pas nous dire qui Edge devrait affronter. Il va nous dire que ce qu'il pense de Edge en tant que gagnant du Rumble. Voilà. Enfin bon, ça m'a saoulé. Ensuite, ça m'a pas saoulé, ça m'a fait rire parce que c'est tellement WWE quoi, de mentir à leur public et d'en avoir rien à foutre de pas... Il y a des fois, la WWE, ça te rappelle qu'il faut pas être trop optimiste. Ils reviennent toujours à leur travers. Ensuite, on voit Edge en backstage. On sait pas ce qu'ils se disent parce que les commentateurs parlaient en même temps, mais Edge serre la main de Shinsuke Nakamura. Ça me réconcilie un peu ce qu'ils sont en train de faire avec Edge parce que après le Royal Rumble, vous m'avez entendu dire que je savais pas trop comment me positionner par rapport à Edge. C'est-à-dire que c'est un ancien qui gagne le Rumble et d'emblée, moi, ça m'emmerde un peu. Mais depuis qu'il a gagné le Rumble, à Raw, il a reconnu, il a serré la main de Damian Priest en le félicitant pour ce qu'il avait fait au Rumble. Il est allé à NXT, rien que ça c'est cool. Il a dit que Finn Balor et Pete Dunne, parce que Finn Balor et Pete Dunne vont avoir un match la semaine prochaine pour déterminer le nouveau champion de NXT, enfin, ils vont avoir un match de championnat. Et il a dit qu'il allait regarder leur match avec beaucoup d'attention et que ça lui permettrait de faire un choix, ça lui permettra peut-être de faire un choix concernant qui il a l'intention d'affronter. Et on l'a vu serrer la main de Bronson Reed, à NXT aussi. Et là, il serre la main de Shinsuke Nakamura. Bref, Edge est en train de faire que sa victoire brille sur tout le monde. Il essaye de partager, quoi. De partager les projecteurs. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc ça m'a un peu... Et avec Karrion Kross. Edge a vu Karrion Kross aussi
à NXT. Bref, c'est très très cool. J'ai trouvé ça très très cool. Ensuite, nous avons eu le fameux triple menace pour le titre intercontinental entre Apollo Crews, Big E et Sami Zayn. C'était un bon match. D'abord, Apollo Crews a failli voler la victoire en faisant le tomber sur Sami Zayn alors que Big E venait de lui faire un big splash sur les abords du ring. Et à la fin, Sami Zayn a fait son Hell of a Kick, donc sa prise de finition qui est un coup de pied dans la gueule, sur Big E. Mais Apollo Crews a sorti Sami Zayn du ring pendant qu'il faisait le tomber, sinon Sami Zayn aurait gagné. C'est bien, il continue de protéger Sami Zayn, je trouve ça chouette. Apollo Crews a soulevé Sami pour le jeter à bout de bras sur, dans la zone du timekeeper à l'extérieur du ring. Et il a regardé Big E en se disant là il vient de se prendre une prise de finition, je vais aller le finir, je vais aller l'achever. Il remonte sur le ring mais Big E le surprend avec un big ending et remporte le match. Donc ça c'est cool. Et après le match, Apollo Crews a eu l'air très très frustré de sa défaite. On se dirige petit à petit vers un vrai heel turn d'Apollo Crews et ça fait plaisir. J'ai mis un B à ce match-là. Et enfin, nous avons eu le main event, qui était une promo de Edge, qui dit que sur le... Bon, qui nous sert des trucs dont on se fout un peu. Sur le banc de touche, il dit qu'il a rêvé de revenir à la WWE parce que c'est sa maison. Merci beaucoup pour ton abonnement e-ventre. De revenir à la WWE parce que c'est sa maison, d'aller à WrestleMania et de évidemment regagner le titre qu'il n'a jamais perdu. On m'a fait remarquer qu'il fallait que j'arrête de m'interrompre en plein milieu d'une phrase pour remercier les gens. Il faut que je garde ce réflexe de me dire « Ok, quelqu'un vient de s'abonner, finis ta phrase, après remercie-le. » Désolé pour ça. Il dit que du coup il a l'embarras du choix parce qu'il doit choisir entre Drew McIntyre, Finn Balor et Roman Reigns. Je suis tellement joyeux. C'est le premier à faire remarquer qu'il peut choisir le champion de NXT. Quand Kayla Braxton a interrogé Bianca Belair, elle lui a dit « Ah, t'as le choix entre Asuka et Sasha Banks ». Quand Bianca Belair a fait sa promo, elle a dit « Ah, j'ai le choix entre Asuka et Sasha Banks ». Quand Hulk Hogan a fait sa promo, elle a dit « Oh, Edge, je dois choisir entre Drew McIntyre et Roman Reigns ». Voilà. Là, Edge dit « J'ai le choix entre Drew McIntyre, Finn Balor et Roman Reigns ». Ce qui m'aurait vraiment fait kiffer, c'est qu'il rajoute « Walter a de la chance que c'est pas spécialement conseillé de prendre l'avion en ce moment ». Voilà, c'est-à-dire, juste reconnaître le truc. Ça m'aurait fait plaisir, mais bon. C'est déjà tellement cool que NXT soit vraiment considéré comme une troisième branche, ce qu'il devrait faire systématiquement. Bref. Évidemment, Roman Reigns l'interrompt. Edge le provoque en lui disant que... Ah, parce que Roman Reigns arrive avec Jey Uso et Paul Heyman. Edge le provoque en lui disant que il a ramené du renfort alors que lui, Edge, est seul. Reigns lui rend sa provocation en disant « T'inquiète pas, je peux te garantir, je te donne ma parole d'homme, que sans mon accord, Paul Heyman ne te fera aucun mal. » Ça joue sur le fait que évidemment, Paul Heyman, c'est pas le danger. Jey Uso, c'est un catcheur, Paul Heyman, c'est un manager, donc ça, voilà. Edge lui répond qu'il est content parce qu'il est déjà dans la tête de Roman Reigns. Parce que c'est pour ça qu'il a ramené Jey Uso. Parce que Roman Reigns se méfie de Edge. Et Roman Reigns demande à Jey de partir. Et je me dis, c'est de la manipulation facile, mais ça veut vraiment dire que Roman Reigns tient à prouver à Edge qu'il n'a pas peur. Et ça veut dire que Roman Reigns considère déjà Edge comme un concurrent sérieux. Edge est déjà dans la tête de Roman Reigns. Et il vient de le prouver, en voulant lui prouver le contraire. Je trouve ça c'est très 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 cool. Et ensuite, Roman Reigns demande à Edge de le reconnaître comme le main event de WrestleMania, comme le plus grand champion, de dire son nom. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est exactement ça le concept du gagnant du Rumble, c'est tu choisis quel champion tu vas affronter. Et Roman Reigns, c'est pas qu'il manque de confiance en lui, c'est qu'il veut qu'on le reconnaisse. C'est tout son personnage, c'est qu'il veut qu'on dise que c'est lui le meilleur. Il veut juste qu'on reconnaisse que c'est lui le meilleur. Et Edge est en position de faire ça. Et du coup, c'est Edge qui a le pouvoir. Et ça, Roman Reigns, ça l'emmerde. Il veut... C'est même pas qu'il... Si, il exige en fait. Il exige que Edge le choisisse lui. Parce que c'est lui le meilleur. Et avant de donner sa réponse, avant que Edge donne sa réponse, Kevin Owens arrive et porte un stunner à Roman Reigns. Et là, je me dis, oh non, mais c'est fini, ça. C'est... Avant le Royal Rumble, déjà, vous m'avez entendu dire, ça dure peut-être un petit peu trop longtemps. Ça marche parce qu'ils sont tous les deux très divertissants, mais là, ça commence à durer un petit peu longtemps.
Eh ben, c'est toujours pas fini, apparemment. On va encore avoir un match Kevin Owens contre Roman Reigns. Cette rivalité doit continuer. Bon. Bah, écoutez. Elle doit continuer, hein, tant pis. C'est pour ça que j'ai mis A- à ce segment-là. A, parce que niveau construction de personnage, c'est nickel. Mais moins parce que encore Kevin Owens, quoi. J'aime beaucoup Kevin Owens, c'est pas la question. Leur match était très bien, leur dernier match était le meilleur, donc peut-être que ça va continuer à s'améliorer. Juste, j'ai vraiment l'impression que ça commence à devenir long, quoi. Ça commence à devenir long. C'est un peu comme Carmella, Sasha Banks. Mais au moins Sasha Banks, j'ai l'impression qu'on commence à se diriger vers autre chose. Que là, tu me diras, on se dirige sans doute vers un Edge contre Roman Reigns. J'aimerais bien que Kevin Owens sorte un peu de ce... J'ai pas envie d'être écœuré de Kevin Owens. C'est un peu mon inquiétude. Et autre inquiétude, après Raw, j'ai rien dit. On n'a pas vu Rhea Ripley. Après Raw, j'ai rien dit parce que je me suis dit, d'accord, bon. Elle doit être à SmackDown. Parce que tous les rapports disent que Damian Priest et Roman Reigns et Rhea Ripley au Rumble, c'était les call-up, l'arrivée officielle de Rhea Ripley et Damian Priest sur le roster principal. On n'a pas vu Rhea Ripley à Raw, je me suis dit, ok, elle est à SmackDown. Et à SmackDown, pas de Rhea Ripley. Je commence à avoir un petit peu peur qu'ils aient rien de prévu pour Rhea Ripley. Ce qui m'effraie. N'avoir rien de prévu pour Rhea Ripley, c'est un peu comme n'avoir rien de prévu pour Aleister Black, c'est un petit peu effrayant. Mais bon, dans l'ensemble, le show était quand même sympa. On va passer au tableau pour que je mette les notes. Et pendant le tableau, vous pouvez évidemment mettre en avant vos messages pour que je les lise. Après le remplissage du tableau l'aisance d'un homme. Et je vais attribuer évidemment mes points bonus de la semaine également. Alors, Roman Reigns et Paul Heyman avec Jey Uso dans un rôle secondaire parce qu'il a rien dit, rien fait. La promo d'ouverture, c'est un B+. Allons à SmackDown si vous le voulez. Si vous le voulez. Bon. Écoute, tant pis, ne parlons plus. Roman Reigns et Paul Heyman avec Jey Uso dans un rôle secondaire. Ensuite, nous avons eu le match catastrophique entre Dominic Mysterio et King Corbin avec Rey Mysterio dans un rôle secondaire qui triche, ce qui est toujours génial. On a très envie de voir Rey Mysterio tricher. Ensuite, on a eu Daniel Bryan contre Cesaro avec Nakamura qui regarde, et je vous ai dit que j'avais mis un B+ à ce match-là. Daniel Bryan contre Cesaro avec Nakamura qui regarde. Ensuite, nous avons eu le match de Bayley contre Bayley, où es-tu? Ah oui, non, Bayley, j'ai considéré qu'elle avait plus de rivalité, ce qui est assez vrai. Bayley contre Ruby Riott avec Liv Morgan à côté et Billie Kay aux commentaires. Ensuite, on a eu le segment un peu pété entre Carmella, Sasha Banks, Bianca Belair et Reginald. Ensuite, on a eu le fameux match par équipe insupportable entre Chad Gable et Otis de l'Alpha Academy. Dolph Ziggler et Robert Roode des, dites-le avec moi, Dirty Dogs avec les Street Profits. Genre, non mais j'ai pas envie de mettre les Street Profits en rôle secondaire parce que c'est eux qui ont baissé la note, donc je vais mettre les Street Profits ici. Ensuite, on a eu le match pour le titre intercontinental entre Biggie, Sami Zayn et Apollo Crews. Et ensuite, on a eu le fameux main event avec Edge qui est à Raw, hop là, ici, avec Edge, avec Roman Reigns, avec Paul Heyman, avec Jey Uso et avec Kevin Owens. J'attribue les points bonus et après, on ne prend plus les messages mis en avant. Donc, dernier rappel, si vous avez envie de mettre votre message en avant pour que je le lise, y réponde ou y réagisse, c'est maintenant. J'ai mis 3 points à Roman Reigns. Où es-tu? Ici. 3 points à Roman Reigns. 2 points à Cesaro. Parce que je suis tellement content qu'il continue d'être protégé. Et tu sens que c'est des idées de Daniel Bryan, ça. Et 1 point pour Apollo. Ici. Et les points de la semaine. J'ai mis 6 points à Jordan Devlin. Parce que comme vous avez pu l'entendre, j'ai été très 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 enthousiaste du fait qui gagne. J'ai mis 5 points à Rey Fenix côté AEW Dynamite. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie à mon récapitulatif de AEW Dynamite. J'ai mis 4 points à Roman Reigns. J'ai mis 3 points
à Damien Priest, qui a eu un excellent début à Raw. J'ai mis 2 points à Pac. Pareil, il était dans le main event de Dynamite et c'était vraiment très très chouette. Et j'ai mis 1 point à Cesaro, parce que là encore, joie ça. C'était le dernier appel pour les messages mis en avant. À partir de là, on ne les prend plus. Ouais, j'ai vu des gens, juste vite fait, je vais réagir à un commentaire que j'ai vu. J'ai vu des gens me dire que ce serait bien que je sorte les récaps après la diffusion française. Non. C'est sur YouTube, j'entends. Je vais pas faire ça parce que, comment dire, je peux pas me caler sur tout le monde si vous voulez. Il y en a qui vont préférer après la diffusion US, il y en a qui vont préférer après la diffusion française, il y en a qui vont préférer après la diffusion US de Dynamite, mais pas de NXT, parce que NXT on l'a pas en France, alors que Dynamite c'est publié une semaine après sur Toonami. Raw c'est publié 2 jours après, je crois, SmackDown aussi, mais 205 Live c'est pas publié en France, donc du coup, bref. Je pense que c'est plus simple pour vous de regarder Dynamite sur Toonami et de vous dire « Ok, il faut que je regarde le replay de la semaine précédente », plutôt que moi devoir m'accommoder des emplois du temps de tout le monde. Voilà. Donc je vais rester comme ça. Désolé. Désolé pour ceux pour qui c'est pas pratique. On va passer à vos questions concernant SmackDown d'abord. Oh là là, j'ai beaucoup de messages bien avant. Pablo DBST dit, vu que Rollins revient la semaine prochaine, avec qui tu le mettrais en rivalité? Je pense à Biggie pour le titre intercontinental. Non, je le maintiendrai loin d'un titre en ce moment, Rollins, parce qu'il vient de revenir. Je dirais quelqu'un qui fait rien en ce moment. Il y a le nom d'Alistair Black là, qui me brûle les yeux, je vois pas pourquoi Alistair Black fait rien. Et ben peut-être une rivalité avec Nakamura ou avec Cesaro, pour confirmer le face turn des deux. Et Seth Rollins aurait un nouveau disciple, peut-être pas Murphy, Alistair Black. Seth Rollins et Alistair Black contre Cesaro et Nakamura. Voilà, elle est là. Cleverfield me dit, dommage que dans la resignature du contrat, Cesaro a signé pour faire briller la jeunesse. Qu'est Je comprends pas ton message. J'essaye vraiment de comprendre ton message, mais Cesaro a signé pour faire briller la jeunesse. Cesaro a gagné. Je suis désolé, je ne comprends pas ton message. Elidolo Gomez me dit, bonjour Lynx, 2 petites questions. Ça m'aurait vraiment déçu que t'en aies moins. Comment notes-tu le prestige des titres? Seuls les matchs de titre comptent? Tous les segments avec le champion? Est-ce que la régularité de défense du titre entre en compte? Bref, comment que ça marche? Et aussi, je pense que tu as mal compris le match entre Dominic et Corbin. Je pense qu'il raconte l'histoire de Ray qui aide son fils pour qu'il gagne sans que ce dernier ne le remarque et que la semaine prochaine, il va le découvrir. C'est peut-être pire. C'est peut-être pire parce que ça veut dire que non seulement Ray est un heel parce qu'il triche, mais que Ray ment à son fils. Et que... Non, c'est pire. C'est pire. Merci. Je n'ai pas... Ne pas apprécier le match à sa juste valeur. Concernant les titres, je vais vous montrer vite fait le tableau. Je vais pas y passer 5 siècles parce que c'est un peu compliqué. Mais... champion. Alors... il y a une case, donc là vous voyez tous les champions, j'ai pas encore, il n'est pas mis à jour avec cette semaine, mais donc vous voyez les champions actuels sont ceux qui sont en couleur. Je garde les records par titre pour voir à peu près, pour avoir un point de comparaison. V c'est le nombre de victoires, c'est le nombre qui devrait compter, c'est quand on dit un tel est tant de fois champion. Moi je compte le nombre de fois où un tel a gagné le titre, mais quand il défend son titre, je considère qu'il l'a gagné. Donc en l'occurrence Roman Reigns a gagné 7 matchs pour son titre, un match où il l'a gagné, 6 matchs où il l'a défendu. Pareil pour tourner, voilà, donc d'ailleurs Yoshihara, etc. Moyenne, c'est la moyenne des matchs de titre. Donc à chaque fois j'additionne, c'est une moyenne toute bête.
Autre, c'est la moyenne des scores du champion pendant le mois durant lequel il a été champion. Sachant que moi, je fais un truc assez approximatif. C'est-à-dire que si tu as passé plus de 15 jours dans le mois à être champion, le mois compte. Sauf si c'est le seul mois où tu as été champion. Mettons, Charlotte Flair a été championne 3 jours en juin de 2019, pendant le règne de Bayley. Je vais compter tout le mois. Je vais compter son score sur tout le mois comme faisant partie de cette moyenne-là. Si tu as été champion pendant plus d'un mois, je compte les mois où tu as été plus de 15 jours. Voilà. Durée, comme son nom l'indique, c'est la durée. Donc là, il y a les semaines et là, il y a les mois. Pour si jamais j'ai envie d'en parler, plutôt que de dire 39 semaines, je dis 9 mois. C'est à peu près équivalent. Et apparition, c'est enfin voilà, c'est le nombre de fois où tu apparais dans un segment sur le ring, dans un segment important sur le ring, en tant que champion. Et je fais un petit gloubi-boulga de tout ça, avec 3 scores différents. Le score de remise en jeu, le score d'apparition et le score de représentation du titre. Et je fais ensuite une note au prorata des durées de règne. Et ça me donne ça me donne une moyenne. Ça me donne une moyenne de la valeur de chaque titre. Donc en ce moment, le meilleur titre, c'est le titre universel parce que Roman Reigns est champion depuis relativement longtemps. Ça a été le seul champion cette année et c'est le meilleur champion en ce moment. Le titre de la WWE en deuxième avec Drew McIntyre, le titre NXT Women, le titre féminin de la NXT avec Io Shirai, le titre NXT UK avec Walter, le titre NXT tout court avec Finn Balor, sachant que le règne de Finn Balor, il a été très handicapé par le fait qu'il a été blessé très tôt dans le truc, très tôt dans son règne. Le titre de NXT Cruiserweight, du coup, c'est un équilibre entre la note de Jordan Devlin et la note de Santos Escobar, sachant que, bon, lui a 14,4, lui a 14,2, donc on est sur un équilibre, voilà. Ça va. Et à la toute fin, on a le titre féminin par équipe. Je suis surpris, je m'attendais à voir ce titre-là en dernier, mais en même temps, voilà, on a déjà eu 3 règnes différents de... Donc avec 3 règnes différents, les champions ne peuvent pas prendre le temps d'asseoir vraiment un règne. Et du coup, je crois qu'il y a eu 3 règnes. Charlotte Flair et Asuka. Non, Charlotte Flair et Asuka, ça date de cette année. Ouais, non, Charlotte Flair et Asuka, ça date de cette année. Donc on a eu 2 règnes différents. Bref. Voilà. Et le titre 24/7 est pris en compte. Pour l'instant, c'est pas à jour, vous voyez, ça, c'est déjà en dessous. C'est déjà en dessous, et en même temps, nous avons déjà eu 4 champions 24/7 depuis le début de l'année. Donc, R-Truth, Angel Garza, Alicia Fox et Michael Rosenberg. Je crois que c'est Michael Rosenberg, je suis même pas sûr de son prénom, parce que c'est un commentateur, c'est comment on dit, un représentant spécial de la WWE, bref. Voilà, donc je prends en compte tous ces facteurs-là. J'espère que c'était intéressant pour vous. Pour le coup, je ne demande pas si j'ai répondu à ta question parce que je pense que j'ai donné vraiment beaucoup de détails. Swifty me demande: salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai juste vu qu'il allait falloir que je sois un petit peu plus vigilant sur la modération du chat. D'après toi, où va le titre intercontinental? Je pense qu'il va rester aux États-Unis. C'est une blague. J'adore le personnage de Sami Zayn, j'aime beaucoup Big E, mais je trouve que l'on tourne un peu en rond. J'aimerais bien inclure Cesaro dans la quête du titre avec une rivalité contre Zayn qui reprendrait le titre à Big E, avec un rappel sur le fait que Zayn a gagné le titre l'année dernière en partie grâce à Cesaro. Bonne journée. On est sur une division qui... je me fais moins de soucis pour le titre intercontinental que pour le titre des États-Unis. Pour le titre intercontinental, c'est 5 ou 6 personnes qui tournent autour, et effectivement, ça varie très peu. Le titre des États-Unis, c'est 2 personnes, dont le champion. Donc, non, moi j'aime bien ce qu'ils en font en ce moment. Je sais pas où on va, mais allons-y, je suis. Y a pas de souci. Pourquoi pas Cesaro, pourquoi pas Nakamura, pourquoi pas Daniel Bryan, enfin voilà, il y a du monde, donc c'est cool. Noctisec me dit: salut Lynx, j'ai bien aimé la tête de Edge quand il voit le champion au sol, en mode, bah alors c'est ça le champion, bisous. Non, bisous c'est plus dans la citation, c'est toi qui fais un bisou, merci beaucoup, bisous avec une certaine distance de sécurité, n'est-ce pas? J'ai plus interprété sa tête comme, bah dis donc, ça rigole pas par ici, genre...
à ta place, je réglerais mon problème avec Kevin Owens parce que j'ai l'impression que c'est pas réglé. Mais moi aussi, ça m'a fait sourire la tête de Edge, genre. J'ai trouvé ça drôle. Pablo DBST, alors encore, me dit Roman Reigns ne serait-il pas déjà le meilleur champion universel? Pour moi, oui. Il n'y a même pas faute. Pour moi, c'est le seul bon champion universel. Roman Reigns. Et il est excellent. Parce que qui on a eu avec le titre universel? On a eu Finn Balor qui l'a abandonné au bout de 24 heures, ce qui est extrêmement triste. On a eu Kevin Owens qui a toujours été une arrière-pensée. On a eu Goldberg, c'est la tristesse absolue. Et pourtant ça a été longtemps le meilleur champion universel. Ensuite on a eu Brock Lesnar qui a été en vacances pendant ce temps-là. Ensuite on a eu Seth Rollins. Ensuite on a eu Brock Lesnar. Ensuite on a eu Seth Rollins qui aurait pu être un très très bon champion universel. Mais la vérité, c'est qu'il a été un petit peu chiant, et qu'en plus, ça s'est terminé avec le match Hell in a Cell avec... Enfin, ça s'est pas terminé avec le match Hell in a Cell avec The Fiend, mais vraiment, le personnage en babyface de Seth Rollins s'est arrêté là. Ensuite, on a eu The Fiend, qui aurait pu être bien, mais Goldberg est arrivé. Donc, on a eu Goldberg, on a eu Braun Strowman, on a eu Bray Wyatt pendant une semaine, et maintenant Roman Reigns. C'est le premier très bon règne avec la ceinture universelle, je dirais. Ensuite, la gaffe, concernant le catch en général, on finit avec SmackDown, concernant le catch en général, le gaffe 42 me dit « Bonjour Lynx, un grand merci pour vos lives. » Oh, quelqu'un qui me vous voit, vous êtes deux. Un grand merci pour vos lives, je suis pas le catch à la base, mais j'ai pris un réel plaisir à vous suivre, vous en parlez avec beaucoup de passion et c'est contagieux. Petite question d'avance d'un novice du catch, ce sont mes questions préférées. Pouvez-vous définir exactement le rôle de manager? Merci d'avance. Alors, on dit manager pour parler des gens qui accompagnent quelqu'un aux abords du ring. Ce qui ajoute une dimension à l'histoire, puisque les managers peuvent soit encourager leur poulain, soit tricher dans le dos de l'arbitre, soit... Enfin voilà, il y a plein d'histoires de managers heel, donc du côté des méchants, qui glissent des armes discrètes au catcheur qui est sur le ring. Par exemple, Wardlow et MJF. Wardlow donne souvent la bague, le Dynamite Diamond Ring à MJF, qui est une espèce d'énorme bague avec une grosse pierre, et du coup, quand il met un pain avec, et ben, le match est fini. Maintenant, on parle plus souvent de manager quand c'est pas un catcheur actif qui accompagne quelqu'un aux abords du ring. Maintenant, voilà, c'est un rôle à part entière. C'est-à-dire que quand mettons, Robert Roode accompagne Dolph Ziggler aux abords du ring, qui sont donc champions en équipe en ce moment, Ziggler, Roode, je sais plus quel exemple j'ai pris, mais bref, celui qui est concerné, celui qui est à l'extérieur du ring, a un rôle de manager, joue le rôle de manager dans ce cadre-là, mais ça fait pas de lui un manager. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que j'ai été clair. The King NNGF me dit Yo Lynx, yo cousin, saurais-tu me donner un avis sur le nouvel NXT India? J'ai aucune connaissance du catch indien, mais ne serait-il pas mieux d'étendre NXT UK à l'Europe? Je sais qu'on a pas mal de fédés en France, par exemple. Bah, ils sont déjà assez répandus en Europe, NXT UK, c'est-à-dire que leur champion est autrichien, leur champion secondaire est espagnol, ils ont une catcheuse française. Ils sont déjà... NXT UK fait vraiment office de NXT Europe, pour moi. Maintenant, j'ai aucune connaissance du catch indien. Franchement, je pense que je vais pas suivre NXT India. J'aurai pas le temps de rajouter un programme en plus à mon programme. J'imagine... En fait, l'Inde, ils sont extrêmement nombreux et la WWE est pas mal regardée là-bas. C'est un peu, j'attends de voir. Je pensais qu'ils auraient développé NXT Japan et NXT Mexico avant NXT India, mais j'attends de voir. J'attends de voir si je vois que les retours sont très très bons et si je me dis allez, mets encore plus de temps dans le catch. Tant pis. Val020002 me dit « Salut Lynx, comment vas-tu? Je vais toujours très bien. Je me demandais quelles sont tes rivalités actuelles préférées, toutes fédérations confondues, celles que tu regardes, évidemment. » Oui, je ne vais pas te répondre, du coup j'ai aucun exemple. Bah écoute, ça tombe bien que tu me poses la question, parce que j'ai un tableau, je sais pas si vous le saviez. Hop là, allons-y pour, je crois que c'est dans Storyline. Hop là. Et sur cet onglet du tableau, j'ai toutes les storylines actuelles dans les émissions que je regarde.
Et donc, celles qui ont fait moins de 4 semaines, je crois, pour l'instant, elles n'ont pas de score. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une storyline est mauvaise si elle a à peine duré. Storyline actuelle, nous avons Riddle contre MVP, ou Bobby Lashley, absolument pas. Orton contre Wyatt, absolument pas. New Day contre Retribution, non. Charlotte Flair et Lacey Evans, surtout pas. Ouais, non. Bah, pourquoi je regarde Raw, moi? C'est évident que je vais pas trouver à Raw. Kevin Owens et contre Roman Reigns, ça commence à devenir un petit peu... Faut regarder à NXT. Kushida contre Gargano. Bon. Pete Dunne contre Finn Balor, moins. Je trouve qu'ils ont pas l'énergie qu'ils devraient y mettre. Mercedes Martinez, Io Shirai et Tony Storm, j'allais dire Lance Storm. Si on parle vraiment de rivalité, je pense que Kushida Gargano est sans doute celle qui me hype le plus. Parce que AEW, le truc qu'ils font pas très bien, c'est le 1 contre 1. C'est la rivalité de sang entre une personne et une autre. Des fois, ils le font très bien. John Moxley contre Kenny Omega est une très bonne histoire, mais tu sens que John Moxley, il est occupé par ailleurs avec Kenta. Kenny Omega, il est occupé par ailleurs avec la Super Elite et avec les Young Bucks. J'adore la rivalité FTR contre Jurassic Express. Voilà, quand c'est 1 contre 1, j'adore. J'aime beaucoup la rivalité MJF contre Sammy Guevara aussi, mais elle n'a pas encore explosé, celle-là. Et je pense que ça va être mes deux rivalités entité contre entité, j'allais dire 1 contre 1, mais du coup 2 contre 2 aussi, préférées à... Il y a un chat qui miaule très fort dans le jardin. Il y a un chat qui fait miaou, 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 faudra que j'aille voir. Bref. Donc là, je vais quand même te dire Johnny Gargano contre Kushida, histoire de finir de répondre à ta question, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Ensuite, Xapawa me demande, je vais devoir partir, alors je pose ma question et je verrai le replay. Déjà, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Quels sont tes 2 matchs préférés de Finn Balor sur le roster principal et à NXT? Merci d'avance, je te kiffe. Continue. Mon match préféré de Finn Balor sur le roster principal, ça a été Finn Balor contre AJ Styles à... J'ai envie de dire SummerSlam. Je crois que c'était SummerSlam. Je suis pas sûr. Ils se sont affrontés qu'une seule fois, je crois. Et à NXT, mon match préféré de Finn Balor, ça a été... Le match qui m'est venu spontanément, c'est Finn Balor contre Johnny Gargano. Et je me demande si j'ai pas préféré le deuxième Finn Balor contre Kyle O'Reilly. Mais c'est pas évident parce que vu que c'est très récent, j'ai un biais de récence qui... Voilà. Mais je pense qu'on peut. C'est pertinent. Austin me dit, j'ai été très dubitatif face à la victoire de Edge, mais il a fait un incroyable travail de push dans littéralement toutes les brands, avec beaucoup de nouveaux talents. Ouais, avec beaucoup de nouveaux talents, du coup. Parce que tu dis un mot sur 5, c'est en anglais. Je me demande même si cette victoire de Edge n'est pas en train de faire un meilleur travail de push de la nouvelle génération que si un seul jeune catcheur avait gagné. Je te rejoins. Je te rejoins sur ce point de vue-là. C'est aussi l'avis que je suis en train de forger, on va dire ça comme ça. Vardrak me demande, salut Lynx, est-ce qu'on n'aurait pas actuellement l'un des trios de champions majeurs Raw, SmackDown, NXT les plus prestigieux depuis un bon moment, d'autant plus avec Edge qui les met en avant comme pas possible depuis sa victoire du Rumble? Si. Et c'est dû au fait que le champion universel est le meilleur depuis longtemps, le premier à être vraiment excellent. Le champion de la WWE est extrêmement protégé, et là tu sens qu'il y a de la matière, quoi. Tu sens qu'ils ont envie d'en faire quelque chose. C'est pas Kofi Kingston, c'est pas Brock Lesnar qui est vraiment juste là pour être battu. Qui est un boss final, Brock Lesnar. C'est pas AJ Styles qui a eu la ceinture pendant 1 an et ils en ont pas vraiment fait grand chose. C'est rien contre AJ Styles, c'est juste que quand il avait la ceinture, c'était pas très intéressant. Daniel Bryan était un excellent champion de la WWE, mais bref, depuis que j'ai repris, effectivement, Drew McIntyre est le meilleur champion de la WWE qu'il y ait eu. Et Finn Balor est très bon avec le titre de NXT, c'est juste qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'avoir un vrai règne. C'est-à-dire que il s'est fait démonter la mâchoire dans sa première défense de titre, je crois, Il y a eu de meilleurs champions de NXT que Finn Balor, Adam Cole, mais on est sur un gros trio. Mais beaucoup de champions sont très bien en ce moment. Bobby Lashley est très bien, Big E est très bien. Si on compte les 4 émissions de la WWE, il faut rajouter Walter. Et là, je rêve d'un Survivor Series
Finn Balor contre Drew McIntyre, contre Roman Reigns, contre Walter. Allez-y, 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 faites des choses. Concernant d'autres sujets que le catch, Hélène OP me dit coucou Lynx, j'ai pas le temps de rester, mais je laisse quand même un petit message qui te fait plaisir. Comme beaucoup de gens, je suis plus intéressé par le fait de t'entendre parler de quelque chose qui te passionne que par le catch en lui-même, et c'est un réel plaisir de te voir te lâcher et parler de catch autant que tu en as envie. Merci pour ton travail et très bonne journée. Si ce n'a pas été fait, je propose un emoji pif pif. Ça n'a pas encore été fait. C'est un vieux tic de langage que j'ai, effectivement. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Merci beaucoup pour ton message, en tout cas, ça fait vraiment très plaisir. Pablo DBST me dit question de Arthur NCLS. Bonjour, je sais que c'est hors sujet, mais tu voudrais participer à Ringside avec Christophe Ajus et Catch Club si j'ai le temps, si l'occasion se présente, si les planètes s'alignent, pourquoi pas. Je regarde pas Catch Club, donc je sais pas du tout ce que c'est. Faudra peut-être que j'y jette un œil histoire de voir. Mais a priori, participer à une émission avec Christophe Ajus, ce serait un véritable plaisir. Umbreonocti, bonjour Caroline, me dit, donc c'est une amie à moi, me dit, à quand toi sur le ring, Lynx, je paierai tous mes tickets resto sur toi. Tu sais que je dirais pas que c'est un vieux rêve, mais des fois j'ai envie. Des fois j'ai plus du tout envie, comme quand je vois Walter essayer de creuser un trou dans Ilya Dragunov, à grands coups de paume, mais ça demanderait un entraînement de barge. Un entraînement que je suis prêt à faire, moi. Enfin, écoutez, écoutez, pour l'instant, ça reste une espèce de fantasme, ça, d'avoir un match un jour. Je sais pas. Peut-être un jour. Et Arthur NCLS me repose la même question que quelqu'un a transmis tout à l'heure. Merci à tous pour ce live, 1h20, ça va. Franchement, pour un live où on suit 3 émissions, je trouve que 1h20, on s'en sort pas mal. Merci beaucoup à Grégory Sly de m'avoir passé vos questions. On se retrouve mardi pour le recap de Raw. Je ne vais pas vous dire ce qui va... Je vais essayer de deviner ce qui va se passer. Randy Orton va pas être content du tout avec The Fiend parce que Bliss l'a interrompu après son match. Asuka va peut-être vouloir comprendre pourquoi Charlotte elle est méchante. Naomi et Lana ont un match de titre mais qui aura peut-être pas lieu à Raw, on ne sait pas, contre Nia Jax et Shayna Baszler, les actuelles championnes par équipe féminine. Damien Priest est très pushy en ce moment, donc j'imagine qu'on va avoir une suite à la rivalité entre Damien Priest et Bad Bunny, qui est un énorme chanteur. Le gars, il est extrêmement connu. Et en plus, il est très fan de catch. Contrairement à beaucoup de célébrités qui participent au show de la WWE, lui a l'air d'être vraiment... de kiffer ce qu'il fait, d'être vraiment dans un élément qu'il adore. Donc Priest et Bad Bunny contre The Miz et John Morrison, donc ça j'ai hâte de voir où ça va aller. La suite de Rétribution contre le New Day, et évidemment McIntyre va vouloir que Sheamus lui rende des comptes, et ça j'ai aussi hâte de le voir. Merci à tous pour votre attention, bon appétit à ceux qui vont manger. Il faudrait que j'arrête de dire ça parce que beaucoup de gens le regardent en replay, ça n'a aucun sens. Passez une très bonne fin de journée, passez un très bon week-end, et on se donne rendez-vous mardi pour reparler de catch avec Raw. Bisous tout le monde, ciao.